et on a depuis novembre monté un projet de webinaire avec Sandrine Suissa qui est à la Chambre d'agriculture et Laura Guillonnet qui travaille aussi à la Chambre d'agriculture pour parler des différentes initiatives et projets innovants en Corse. Et donc tout ce travail de webinaire a été organisé en partenariat avec Annabelle Gossin qui fait partie de ICO. Donc voilà, pour promouvoir toutes les innovations en Corse. Euh, donc ICO travaille là-dessus et donc on a monté ces webinaires. Les webinaires, c'est tous les premiers mardis du mois. Et donc aujourd'hui, on aura comme intervenant des personnes du CRVI qui travaillent sur un projet de vigne, de viticulture en altitude. Et donc ils vont nous présenter, donc ça sera Nathalie Uchida qui va présenter le programme dans lequel s'insère ce projet-là, qui est le programme Vitiliance, nous présentera aussi le CRVI, donc qui est le Centre de recherche en viticulture en Corse. Et ensuite, on aura Amélie Lambert et Tom Bénéjean qui, eux, nous parleront de tout le dispositif d'expérimentation avec les premiers résultats de ce projet-là. Voilà, donc je leur laisserai parler plus en détail du projet, mais il faut savoir que c'est, si je ne me trompe pas, des vignes qui sont en altitude à 800 mètres d'altitude, voilà, grosso modo. Donc, je vais passer la parole à... Alors oui, juste pour vous dire aussi, dans la conversation, donc la présentation va durer environ 50 minutes. On va dédier 10 minutes à de l'échange s'il y a quelques questions, mais 10 minutes c'est assez court, donc on ne pourra pas traiter de toutes les questions. Donc ces questions-là, posez-les quand même. On va les reprendre et sur le site de la Chambre d'agriculture, vous pourrez voir en plus du replay, du coup, vous pourrez avoir la réponse à ces questions-là qui seront publiées également. Donc si vous avez des questions qui vous viennent pendant la présentation, je vous invite à... Alors normalement, il y a un truc question-réponse, mais là, je vous invite à aller dans la conversation pour poser vos questions. Et voilà, j'essaierai de les traiter dans l'ordre. Et éventuellement de vous donner la parole si besoin. Voilà, donc Nathalie, je te laisse présenter la... Je te laisse Merci, la merci main. Luc. Et puis, merci à vous d'être là. Merci à cette organisation de webinaire à la Chambre d'agriculture de nous avoir donné cette tribune. On va tout de suite commencer avec la présentation du CRVI, qui est une structure assez singulière sur le territoire français, en tout cas. Donc voilà, CRVI ou Centro di Ricerca Bidigo Digorsiga. C'est un outil professionnel qui valorise le patrimoine viticole corse, le patrimoine vivant, pour répondre aux enjeux de la filière. Alors, on va faire un peu d'histoire et on va vous expliquer qu'avant les années 60, en fait, on a un vignoble en moyenne montagne, voilà, voilà, moyenne montagne, surtout des terrasses, avec des cépages insulaires, des cépages identitaires. Et puis, à partir de 1962, on change de paradigme, on change de dimension. On passe à un vignoble très vaste qui va faire jusqu'à 32 000 hectares et qui va reproduire les vignes qui ont été perdues par la guerre d'Algérie. Donc, ce vignoble va reproduire des vignes d'Afrique du Nord. En fait, à partir de 1962, la Corse va accueillir un grand nombre de rapatriés. On est sur une population qui fait à peu près 110 000 autochtones, j'ai envie de dire. Et on va recevoir 11 000 rapatriés, ce qui fait 10% de la population quand même. Et on va passer à un vignoble qui n'est plus du tout identitaire, qui va produire des vins de coupage qui sont assez peu qualitatifs, mais parce qu'il y a un marché pour ça à ce moment-là. Et évidemment, ben, on a planté des cépages qui n'ont rien à voir avec les cépages identitaires corses. Lors de l'année 75, il y a un gros choc
politico-social avec c'est pas la prise de la Bastille, c'est la prise de la cave d'Aléria par Edmond Siméon, le père de l'actuel président de région, enfin président pour peu de temps, mais en tout cas il l'a été pendant au moins 10 ans. Et cette occupation, elle est là pour dénoncer des faits réels, notamment voilà, des avantages qu'ont eu les rapatriés qui n'ont pas été les mêmes pour les Corses, une politique de l'État qui a souvent tendance à nier ce qu'il y a d'identitaire en Corse, et en même temps que cette occupation a lieu, il va y avoir une grave crise viticole parce que on va boire des vins différemment en fait. Le marché des vins de coupage va s'effondrer et donc le vignoble va repasser de 32 000 hectares à 8 000 hectares en Corse. Voilà. Donc la profession va réagir et un des premiers faits, c'est la création du CRVI qui va longtemps s'appeler Stivam Viti. Et le CRVI est créé pour retrouver et assainir les cépages identitaires. On va le voir tout de suite après. La profession corse, une partie de la profession corse va s'orienter vers la production identitaire. Donc le CRVI créé en 1982 vont suivre la création après 1994-95 du Conseil interprofessionnel des vins de Corse qui va assurer la promotion et l'événementiel lié aux vins de Corse, et puis du GIAC, qui est le groupement intersyndical des appellations, et du syndicat IGP. En même temps, le CRVI va battre la campagne pour retrouver les cépages identitaires qui étaient perdus. Le vignoble était un peu amnésique. Et puis, on va donc passer à tout ce qui est revitalisation du vignoble insulaire. Et aujourd'hui, la qualité, la notoriété des vins de Corse, elle est croissante. La filière viticole en Corse, c'est 9 AOP, une IGP. C'est la première filière en surface, la première filière en signe de qualité, la première filière en chiffre d'affaires. Voilà un peu pour le contexte historique de création. On passe à la slide suivante. En fait, en 1981, Edith Cresson est nommée ministre de l'Agriculture et elle missionne un expert de l'INRAE, Charles Arnaud Doncar, pour diagnostiquer la filière viticole corse et faire des analyses de marché. Et Charles Arnaud Doncar, il dit, vous avez deux voies possibles pour vous convertir, pour aller vers la qualité. Option 1, soit vous plantez des cépages qui ont fait leur preuve ailleurs, cépages septentrionaux et bordelais, ou option 2, vous plantez des vins d'AOC local pour aller vers une production identitaire. Alors l'option 1, c'est une vision à court terme, et l'option 2, c'est une vision à plus long terme, mais c'est une vision qui est au départ assez périlleuse, parce qu'il va falloir justement retrouver ces cépages, pouvoir réécrire les décrets, et il y a une poignée d'hommes qui vont œuvrer à ce choix. Donc, on va les voir apparaître. C'est Antoine Arène, Christian Imbert, Jacques Bianchetti, Jean-Noël Louis, Yves Lech et François Mercourt. Et alors, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont plus avec nous, mais enfin, il y a encore Antoine Arène et Yves Lech à nos côtés pour en parler. Euh, C'était très compliqué d'aller vers une production identitaire à cette époque-là parce qu'il fallait euh, s'imposer face à la réputation calamiteuse des vins de Corse, donc qui étaient Corse, dans la tête des gens, c'était surtout production de vins de moindre qualité, de vins de coupage, donc il fallait s'imposer par rapport à cette réputation calamiteuse avec des produits qui avaient des goûts nouveaux, puisqu'il y avait des cépages que personne ne connaissait. Et pourtant, les vignerons corses ont réussi à le faire. Voilà. On passe à la slide suivante. Donc, le CRVI, c'est une association loi 1901 qui a un domaine expérimental de 4,4 hectares.
c'est une exploitation viticole, en fait, hein, sur laquelle on a des laboratoires. Donc, il y a des collections uniques de cépages identitaires, collection études de clones, collection de vignes sauvages. On a également des vignes mères de greffons parce qu'on diffuse le matériel végétal. On a 11,5 hectares de vignes de greffons qui sont répartis sur toute la Corse. Et depuis sa création, le CRVI a fourni à peu près 8500 hectares, l'équivalent, pardon, de 8500 hectares, donc ce qui fait 520 000 fagots de greffons. Le CRVI, c'est aussi des laboratoires, alors des infrastructures liées à la vinification. On a un chai, une salle de dégustation, on réalise 80 mini-vinifications par an. On peut y aller, voilà, continuons. Et on a 3 laboratoires, un laboratoire d'analyse œnologique COFRAC, un laboratoire de physiopathologie de la vigne et un laboratoire de microbiologie. Ensuite, on a une cave de conservation. 60% de nos essais, ça c'est très important, sont issus de la recherche partenariale avec des producteurs. Et on a également un petit musée des vins expérimentaux de Corse avec les mini-vinifications conservées depuis 1985 et qui racontent en fait toute l'histoire du renouveau du vignoble corse. Alors, notre équipe est composée d'une dizaine de permanents et on a aussi des non-permanents. Donc, il y a un secteur matériel végétal avec Gilles Salva et Gabriel Ciccolini. Et Gilles Salva travaille aussi sur tous les aspects phyto. Il y a un secteur stratégie viticole et changement climatique avec Amélie Lambert, Tom Benejean qui vont parler après moi et Fanny André qui s'occupe de toutes les vinifications. Un secteur plus orienté sur les analyses avec Caroline de Perret, Tiange Pierre Michelangeli, Axel Champaran, et voilà, qui eux sont vraiment au laboratoire. Et enfin, il y a le domaine expérimental avec Damien Zanardo qui assume un peu les fonctions de chef d'exploitation. Notre conseil d'administration est constitué de 20 producteurs qui proviennent de toutes les AOP de Corse. Voilà, vous les voyez, je ne vais pas tous les citer. Sachez qu'il y en a 20 et que toutes les AOP et les IGP, l'IGP c'est une seule appellation, sont représentés. Notre assemblée générale est très vaste. Il y a 12 adhérents avec toutes les structures, dont la Chambre d'agriculture. Donc, toutes les structures qui œuvrent à ce qui concerne, en ce qui concerne la construction de la filière viticole. Donc, on retrouve le Conseil interprofessionnel des vins de Corse, le GIAC, le syndicat IGP, Uvagor, l'ODARC, la SAFER, la Chambre d'agriculture, et également les gros metteurs en marché, c'est-à-dire les caves particulières, les caves, pardon, coopératives et thérapiques. Le CRVI est une structure donc très œcuménique. Toutes les tendances de la profession y sont présentes. C'est la première structure professionnelle créée pour accompagner le renouveau du vignoble corse et c'est l'unique centre de recherche insulaire dédié à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine vitivinicole vivant, du terroir et steppe de vigne jusqu'à la bouteille. C'est un peu le gardien du temps. C'est un laboratoire et un musée à ciel ouvert. C'est aussi un coffre-fort puisque nos collections sont uniques. Et le cervillier représente le socle du vignoble corse. Il est à la base de toutes les orientations décisives de la filière. Donc, première orientation, produire identitaire. Utiliser majoritairement des variétés corses comme cépages principaux et secondaires. Et je le répète, à l'époque, c'était très innovant. Ces webinaires sont dédiés à l'innovation. Ben, dès 82, la filière viticole était très innovante. Et d'ailleurs, le fait de s'être orienté vers les productions identitaires a permis à toutes les autres productions, c'est-à-dire le brooch, l'huile d'olive, la farine de châtaigne, la clémentine, d'avoir confiance, de se dire c'est possible, le vin y est arrivé, on va y arriver aussi. Ensuite, deuxième orientation, diversifier la production.
c'est-à-dire essayer de mettre en adéquation le portefeuille empélographique, c'est-à-dire le portefeuille des cépages, avec des techniques culturales, œnologiques, en fonction des conditions de terroir différentes. Et puis la diversification, c'est ce qui permet aussi de s'adapter aujourd'hui à la déconsommation, qui est quand même une menace sur la filière viticole. Enfin, troisième orientation, s'adapter au changement climatique, parce que notre vignoble est le plus méridional de France. Il est aux avant-postes des effets du changement climatique au niveau territorial. Alors, notre rôle et nos missions, ben, depuis 2017, qui a été un millésime très chaud et très sec, on a réorienté tout notre programme vers le développement de leviers opérationnels pour l'adaptation, la sécurisation et la valorisation du vignoble corse dans le contexte de changement climatique. C'est-à-dire que depuis 2017, tout le programme scientifique du CRBI est orienté vers l'adaptation au changement climatique avec trois axes. Un axe 1 où il s'agit de mieux connaître les zones de production, c'est un axe où on va accumuler de la data, on va cartographier, collecter, observer, explorer, bref. C'est un axe où on collecte et où on interprète les données du terrain pour savoir ce qui s'y passe. Un axe 2 où il s'agit de conserver le vivant viticole corse pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, mais aussi pour utiliser le vivant de façon à s'adapter. Voilà, donc on conserve les cépages, les lambrusques, les clones de cépages et les levures. Et enfin, un axe 3 où on va agir sur les pratiques vitivinicoles pour répondre aux besoins en produits émergents en tenant compte de l'évolution environnementale, réglementaire, sanitaire, sociétale. C'est-à-dire que c'est un axe où on va vraiment mettre en place des techniques, des méthodes de travail sur le terrain pour diversifier et surtout s'adapter. En 2026, on conduit 30 actions de recherche, expérimentation et développement et 5 actions de formation, animation et prestation. On va passer à Vitiliance. Donc, dans le dernier axe, l'axe 3, où on met en place des techniques et des méthodes de travail pour s'adapter, nous avons intégré en 2023 le projet Vitiliance, qui est un projet, un programme national. Le programme Vitiliance a très vite identifié le CRBI comme le référent vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique sur le sol corse. Donc, l'IFV nous a contactés de façon à ce que nous faisions partie du programme, ce que nous avons tout de suite accepté parce que ça faisait absolument partie de la logique de nos actions. Et Vitiliance, c'est un programme qui permet d'abord de mettre en réseau toutes les régions de France qui cherchent, comme la Corse, à s'adapter. Et ça, c'est très important. Ensuite, c'est un programme qui a monté des centres de ressources, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les différents leviers pour s'adapter sont répertoriés, classés sur le site de Vitiliance. En tout cas, si le travail n'est pas encore terminé, il est en marche de façon à ce que chaque région puisse faire remonter des références sur les leviers qu'elle utilise. Nous, par exemple, en dehors de notre démonstrateur Viticorsalti, nous travaillons sur les levures acidifiantes et nous faisons remonter les informations que nous avons sur la gestion de l'acidité par les levures. Ensuite, le programme Vitiliance ambitionne de mettre en place ce qu'on appelle des démonstrateurs territoriaux. Les démonstrateurs, c'est des espèces de systèmes, c'est une approche systémique où il y a plusieurs leviers, c'est une combinaison de leviers où on doit mettre à l'épreuve donc ce système. Ça doit être aussi un système qui est inspirant. Et puis, il y a une grande part de diffusion, de facilitation de la propagation. Et c'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est-à-dire que pour vous présenter notre démonstrateur corse, Viticorsalti, et pour vous expliquer comment il fonctionne. Donc voilà, je vais passer la parole à Amélie Lambert, Et donc, qui est co-gestionnaire du projet.
Donc, bonjour à tous. Juste pour terminer, donc, nous faisons actuellement partie d'un réseau de 17 démonstrateurs répartis dans chaque bassin viticole. Viticorsiati étant le seul démonstrateur pour la région Corse. Donc, je prends la parole pour vous présenter les résultats de la première année de collecte de données sur le démonstrateur Viticorsiati et je débute en vous présentant le domaine Alziprat, puisque ce sont les propriétaires du domaine qui sont Pierre et Marc-André Aquavive qui ont eu l'idée innovante de délocaliser une partie de leur vignoble à 800 mètres d'altitude en moyenne montagne, et ce, à partir de 2023. Le choix de l'implantation en altitude n'est pas le seul levier en rupture imaginé, je vais vous les présenter juste après. Mais pour revenir sur le domaine Aldiprat, donc c'est donc un domaine historique de l'AOP Calvi, il existe depuis 1968. Il s'étend sur une quarantaine d'hectares et est conduit en totalité en agriculture biologique. Et Pierre et Marc-André cultivent de nombreux cépages insulaires qui ont été notamment remis au goût du jour grâce aux travaux du CRVI et ils élaborent environ une douzaine de cuvées. Ce sont des vignerons qui sont particulièrement investis dans la lutte contre le changement climatique, puisqu'ils utilisent d'ores et déjà et depuis plusieurs années des méthodes agroécologiques en replantant des haies et des arbres dans leurs vignobles. Ils participent également à un projet sur les chiroptères avec l'installation d'aménagements favorisant la présence des chauves-souris, puisque les chauves-souris sont des auxiliaires de la vigne et se nourrissent notamment d'insectes ravageurs de la vigne comme la cicadelle. Le CRVI collabore avec le domaine Aldiprat depuis 2020 sur un autre essai, qui est un essai qui concerne l'étude de levier, limitant le flétrissement du cépage chacaré, ou qui est un cépage sensible à ce phénomène de flétrissement. Donc, comme je vous l'ai dit, le démonstrateur ne se résume pas uniquement à des vignes en altitude, mais bien à une combinaison, à un vignoble créatif combinant 6 leviers culturaux. Ces 6 leviers, ce sont donc l'altitude, puisque les parcelles sont à 800 mètres, mais également l'agroforesterie. Vous voyez ici des photos du site, puisque les parcelles sont situées au cœur d'une châtaigneraie et ces châtaigniers sont centenaires. Il y a deux porte-greffes inédits en contexte corse, le 3309 coups d'air pour le cépage blanc et le 114, non l'inverse, le 3309 pour les cépages noirs et le 114 pour le vermentine. Au sujet des cépages, donc il y a deux cépages principaux des AOP, c'est donc le vermentino et le chacarel, et un cépage secondaire qui est le minusté. La densité à l'hectare, elle est supérieure à ce qu'on rencontre habituellement dans le contexte corse, puisque la densité à l'hectare est autour des 4000 pieds à l'hectare pour les autres appellations. Et enfin, les cèpes sont conduits en gobelet sur échava. Pour vous localiser le site de Viticorsalti à l'échelle de l'île, le site se situe sur la commune de Pioggia, et la commune de Pioggia, elle est située à plusieurs dizaines de kilomètres de l'AOP Calvi, que vous voyez ici représenté en orange. Et ce site est situé au pied du Monte Padro, et le Monte Padro culmine à plus de 2300 mètres d'altitude. Pour mieux vous représenter la configuration des parcelles, voici la situation du site. Donc, on a trois parcelles de vermentine, donc P1, P2 et P3. Ce sont donc trois parcelles de vermentine. Et plus au sud, une parcelle de Minusté en violet et une parcelle de Chacaré ici en rouge. Le tout, ces 5 parcelles font environ 1 hectare. Et je me permets de vous préciser que ce code couleur va être conservé tout au long de notre présentation pour mieux suivre. Et donc, je laisse la parole à Tom pour là vous présenter les caractéristiques climatiques du site. Merci beaucoup Amélie, bonjour à tous. Donc, je commence tout de suite avec les principaux résultats en termes de climatologie sur le site expérimental de Viticorsalti pour le millésime de 2025. Donc, pour cette caractérisation du site en termes de climat, on s'est basé essentiellement sur les résultats de nos stations météo. On a mis en place une station météo au tout début du millésime 2025. Et donc, pour caractériser, on va dire globalement ce site et en montrer toute la singularité à l'échelle du paysage viticole corse, on a décidé de comparer avec un témoin. Et ce témoin, en fait, c'est Redos, que le vignoble originel de la famille Aquaviva dont vous a parlé Amélie, le domaine Algiprat, du coup situé sur la commune de Calenzane à 190 mètres d'altitude, où il y a également la même station météo qui est mise en place depuis 2022, donc la station météo Aqualis. Et donc, on est venu la comparer, comme vous pouvez le voir sur la carte, avec ce domaine donc en bleu ici, Viticorsalti, sur la commune de Pioggia, à plus de 800 mètres.
pour le slide suivant. Donc, on commence, avant de rentrer vraiment dans le détail de la pluviométrie et de la température sur chacun des deux sites, je vous propose ce diagramme ombothermique pour caractériser un petit peu le millésime en termes de tendance. Vous avez ici pour chacun des sites donc, la pluviométrie mensuelle de chacun d'eux et également la température mensuelle. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des dynamiques en termes de température qui sont assez proches l'une de l'autre en termes de courbes, malgré deux intensités différentes. On a un mois de juin qui est atypique déjà en termes de température, puisqu'il a été anormalement chaud à l'échelle de la Corse, à l'échelle de la France, et du coup également à l'échelle de la moyenne montagne, puisqu'on voit que sur Pioggia, ça a été même le mois de l'année le plus chaud devant le mois de juillet et du mois d'août. Et également un mois atypique en termes de pluviométrie, puisqu'il est tombé absolument aucune goutte de pluie sur l'ensemble de la Corse, et y compris en moyenne montagne, donc dans le secteur de Pioggia. Si on rentre du coup maintenant plus en détail dans la partie température, donc ici on a projeté sur l'ensemble du millésime les températures moyennes journalières des deux sites. Donc ce qu'on constate tout d'abord, c'est qu'on a des dynamiques très similaires et très bien corrélées entre les deux sites, malgré encore une fois un écart de température important. Et quand on vient en fait lisser ces températures sur l'ensemble de l'année, ce qu'on remarque, c'est qu'on a quand même un écart de 4,3 degrés en moyenne sur les deux sites. Donc 4,3 degrés de moins sur la commune de Pioggia en comparaison avec le site de Calenzana. En termes de température qui nous intéresse également, c'est les températures nocturnes durant la phase de maturation des baies, puisqu'on sait que c'est des températures qui ont un gros impact sur le profil aromatique des vins et également sur le maintien de l'acidité dans les mous. Ce qu'il faut avoir en tête ici avant de comparer ces données, c'est qu'on y reviendra un peu par la suite quand on va commencer à parler de la partie écophysiologique du végétal sur le site. Mais on a vraiment deux périodes de maturation très différentes, puisqu'on a la mi-véraison qui intervient fin juillet sur le site de Calenzana, donc une maturité des baies qui se fait durant le mois d'août à proximité de Calvi, et par contre une maturité des baies qui va se faire durant le mois de septembre, un mois plus tôt en fait, sur Pioggia. Donc quand on regarde vraiment le mois d'août avec Calenzana, on voit qu'on a un indice de fraîcheur des nuits particulièrement important, il est de 19 degrés, donc on est sur une majorité de nuits chaudes, c'est-à-dire où la température ne descend jamais en dessous des 18 degrés. Et en comparaison, sur le site de Pioggia, donc durant la phase de maturation des baies en septembre, on est sur un indice de fraîcheur des nuits particulièrement faible, à 11,4 degrés, avec donc une majorité de nuits où la température vient descendre en dessous des 12 degrés. Côté température, si on regarde tout d'abord les cumuls pluviométriques annuels, on se rend compte qu'on est sur deux cumuls qui n'ont pas un si gros écart que ça. On a environ 80 mm d'écart entre les deux sites. C'est moins que ce qu'on avait vu au préalable. Donc, en fait, avant d'installer notre propre station météo sur le site, on avait regardé les données précédentes en se basant sur la station de Calvi et la station de Olmicapé, là, donc, qui est le village le plus proche de Pioggia. Et en général, on était plutôt sur des écarts moyens de l'ordre de 200 mm de pluie chaque année, avec 200 mm de pluie en plus sur le secteur de moyenne montagne. Il y avait quand même dans ce lot une année qui ressortait un petit peu, c'était le millésime 2022, où là, pour le coup, sur un millésime très sec, on avait un écart qui descendait à 60 mm entre les deux sites. Donc, il semblerait à première vue qu'on soit sur cette configuration-là, d'un millésime particulièrement sec et donc avec peu d'écart entre le site de Calenzana et le site de Pioggia. Si maintenant on regarde plus en détail vraiment le cumul journalier pour les deux sites tout au long du millésime 2025, on se rend compte qu'on a une intensité et une fréquence de pluie très, très semblables d'un site à l'autre, puisqu'on a quasiment deux courbes superposables, avec une même période de sécheresse précoce et particulièrement prolongée sur les deux sites. On voit qu'entre la moitié la mi-mai et le mi-temps du mois d'octobre, c'est-à-dire durant 5 mois, on a seulement 90 mm de pluie sur la moyenne montagne et Pioggia, et encore moins sur Calenzana avec 70 mm de pluie sur la période. Là, donc, on s'intéresse à un paramètre particulièrement intéressant qui s'appelle le déficit de pression en vapeur d'eau. C'est souvent abrégé sous le sigle de VPD d'après son acronyme en anglais. C'est un paramètre qui commence un petit peu à émerger dans la littérature scientifique et je vous le disais qui est particulièrement intéressant parce qu'il prend non seulement en compte la température de l'air, mais également l'humidité relative. Donc, c'est un paramètre qui est déterminé pour vraiment saisir au mieux la capacité asséchante de l'air. Et souvent, on prend cette métaphore de l'effet paille, puisque c'est vraiment la capacité de l'air à venir assécher et créer une succion sur la pente pour en prélever l'eau qu'elle contient.
Donc en gros, on a un VPD élevé quand on va avoir une température élevée et en même temps un air particulièrement sec. Ces VPD élevés, en général, ça entraîne donc des stress hydriques importants pour la plante. Ça peut entraîner des fermetures de stomates, également donc des réductions de photosynthèse, mais dans le pire des cas, ça peut même mettre en cause la vitalité et la pérennité d'un vignoble. Donc sur le graphe que vous voyez sous vos yeux, donc on a projeté les valeurs de VPD maximales journalières pour les deux sites entre le 1er juillet et la fin du mois de septembre. Donc, première information intéressante qu'on peut constater ici, c'est qu'avec l'implantation d'un vignoble en moyenne montagne, donc à Pioggia, on note une réduction moyenne sur la période de 18% du VPD maximal sur la période. Donc, un gros avantage comparatif de Pioggia dans ce contexte de changement climatique. Et au-delà de ça, donc comme vous pouvez le voir, on a matérialisé ce seuil de 4,5 kPa en termes de VPD, qui est donc d'après la littérature un seuil à partir duquel si le climat réitère trop régulièrement cet excès, le vignoble et la récolte peuvent commencer à souffrir durablement. Donc on voit que ce seuil il a été outrepassé à 4 reprises sur le site de Calenzane, avec même un pic à 5,2 kPa durant le mois de juin, tandis que sur la commune de Pioggia, donc en moyenne montagne, on a ce seuil qui n'est jamais dépassé au cours de l'été 2025, avec un pic qui est lui-même situé en dessous des 4 kPa. Côté rayonnement lumineux, donc là, c'est des résultats qui sont tirés du pyranomètre présent sur notre station météo. Donc, il faut avoir en tête que ce pyranomètre, il prend en compte uniquement les longueurs d'onde du spectre visible, donc entre 400 et 800 nanomètres. Quand on considère donc ce spectre-là, on voit qu'on a quand même une réduction du rayonnement moyen lumineux sur la période du 24 juin au 30 septembre en moyenne montagne par rapport au site de Calenzane, avec également des pics lumineux moins importants en termes d'intensité sur la moyenne montagne par rapport à Calenzane. Et par contre, il faut bien avoir en tête également ici que, comme vous le disiez, on est dans le spectre du visible, et donc on ne prend pas en compte les longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte tout ce qui est UV. Et or, on sait que, d'après la littérature scientifique, c'est principalement là-dessus que ça se joue. La comparaison entre un vignoble de moyenne montagne et un vignoble de plaine, c'est au niveau des UV. On sait qu'on est normalement censé avoir beaucoup plus d'UV, et notamment d'UVB, sur un vignoble d'altitude. Et donc, c'est pour ça qu'au cours des prochaines années d'études qui nous restent pour 2026 et 2027, on va essayer avec Amélie de se doter d'un capteur température, enfin un capteur en UV, pour vraiment cerner au mieux cette problématique-là sur les 2 ans qui restent à faire. Ici, donc, c'est un slide plutôt un petit peu, on va dire, de synthèse, donc avec sur ce graphe à la fois l'indice de Huglin et la pluviométrie des sites. Donc, pour rappel, l'indice de Huglin, c'est un indice bioclimatique qui prend en compte à la fois la température maximale et moyenne de l'air sur un site entre le 1er avril et le 30 septembre, donc durant la période de végétation de la vigne. Ici, donc, on a projeté tout d'abord le site de Calenzane, donc avec pour les millésimes 23, 24 et 25 des mesures qui sont tirées directement du domaine, puisqu'on a mis en place la station météo en 2022. Pour le reste, les millésimes 20, 21 et 22, on est venu prélever les données de la station Météo France la plus proche, donc celle de Calvi, située à quelques kilomètres du domaine. On voit qu'on est sur Calenzane, donc dans un contexte climatique caractérisé comme chaud, avec des indices de Huglin largement supérieurs à chaque fois à 2400 points, avec des millésimes 2022, et également pour le millésime donc 2025 qui nous intéresse, particulièrement chaud pour les 6 dernières années. Et puis, si on projette donc sur les mêmes millésimes la station la plus proche, donc encore une fois, Olmi-Capet, qui nous a été utile avant d'avoir notre propre station sur Viticor-Salti, on remarque qu'on est sur une classe climatique inférieure, on est sur un climat tempéré chaud, et pour autant, on va quand même retrouver sur les millésimes 22 et 25 cette même tendance avec ces 2 millésimes, donc les millésimes les plus chauds à la fois à Calenzane, mais également en moyenne montagne sur le secteur de Olmi-Capet. Et enfin, donc, on a pour la première année notre premier point donc, qui nous intéresse particulièrement, le site expérimental de Viticor-Salti sur Pioggia. Donc là, on voit qu'on est encore plus frais que Olmi-Capet, puisqu'on est sur un climat considéré comme tempéré, avec un indice de Huglin inférieur à 2100. Si on prend en compte donc, cette dynamique-là qu'on a évoquée, à savoir que 2025 a été un millésime chaud à la fois en plaine et également en moyenne montagne, on peut facilement donc inférer que
on risque d'avoir dans un futur proche des millésimes plus frais que celui-ci. Donc, ça sera bien à garder en tête quand on va commencer à vous parler de la physiologie du végétal sur le site. Également, dans ce que vous pouvez voir, donc, vous voyez que le point Dijon apparaît. On aime bien comparer de temps en temps ce vignoble-là expérimental avec des vignobles du continent. Ici, on allait prélever donc, les données Météo France de la station de météo de Dijon. Et on voit qu'en termes de température moyenne maximale et de pluviométrie, on est vraiment sur 2025 sur 2 sites très très proches. Donc après, ça ne prend pas en compte le rayonnement lumineux ou d'autres paramètres comme l'unité relative de l'air, mais ça montre quand même toute la singularité de ce vignoble dans le contexte général de la viticulture corse. Également, donc, en termes de pluviométrie, si on se base donc, sur le secteur de moyenne montagne de Olmi-Capet, on voit que 22 et 25 ont été des millésimes particulièrement secs. Donc tout porte à croire également que ce vignoble voisin, donc le vignoble Viticor Salti, était également ce millésime-là sur une tendance véritablement sec. Et ça aussi sera à garder en tête quand on va vous exposer les principaux résultats physiologiques de la plante, notamment en termes de contraintes hydriques. Côté aléas climatiques, donc on n'a pas subi de gel sur ce millésime 2025 puisque les dernières températures négatives sont intervenues à la mi-temps du mois de mars et que le débourrement a commencé au milieu du mois d'avril, donc un mois plus tôt. On a eu un certain laps de temps confortable, on va dire, ce qui n'avait pas été le cas sur le millésime 2024 puisque en 2024, les températures négatives avaient eu lieu jusqu'au milieu du mois d'avril. Donc on ne peut pas vraiment conclure en fait sur un risque de gel ou pas sur le site à partir de ce millésime uniquement. Il faudra encore répéter chaque année au moins 26 et 27 des mesures pour bien pouvoir conclure avec plus de certitude scientifique. Et également, ce qu'on avait moins vu venir, c'est qu'on a eu un épisode de grêle en plein cœur de l'été sur ce millésime 25, le 21 août, un épisode de grêle heureusement fort contenu et peu dommageable, mais qui nous oblige quand même à garder en tête toute la potentielle hostilité, on va dire, de ce site de moyenne montagne pour les années qui viennent. En termes donc un petit peu de synthèse sur ce bilan climatique, donc on a vu que c'était un millésime 25 particulièrement chaud et sec sur l'ensemble de la Corse, qui n'a pas épargné donc également la moyenne montagne et le site qui nous intéresse. Pour autant, on a vu qu'on était sur des dynamiques quand même en termes de température plus tempérées, avec un décalage de température favorable de 4,3 degrés en moyenne sur l'année. Pour autant, on a vu que la sécheresse n'avait pas du tout épargné ce site de moyenne montagne, donc avec une sécheresse également très précoce dès le milieu du mois de mai et qui s'est prolongée jusque tard dans l'automne. On en a moins parlé, mais on a également mis en place au sein du parcellaire différents capteurs de température pour voir un petit peu la variabilité au sein du site. Comme vous l'a dit Amélie, c'est un petit parcellaire, ça fait à peine plus d'1 hectare. Et pour autant, on a mesuré des variations de température quand même dans ce petit parcellaire de l'ordre de plus ou moins 2 degrés d'un point du site à l'autre. Et enfin, donc, pas d'aléas climatiques majeurs à souligner pour cette année, que ce soit en termes de gel ou de grêle, ni de vent violent. Et donc, Amélie, je te relaisse la parole pour embrayer sur la partie pédologique de l'étude. En ce qui concerne l'étude pédologique, elle s'est déroulée en 3 temps. La première a été le passage de la résistivité électrique à la fin de l'hiver 2025 et la réalisation des fosses pédologiques et le prélèvement de sol pour les analyses de sol au printemps. La résistivité électrique du sol, elle représente la capacité des différents horizons à limiter le passage d'un courant électrique et elle dépend de plusieurs paramètres, notamment la texture et si le sol est composé d'argile ou non, mais également de la structure et de la présence d'éléments grossiers. Sur Viticor Salti, on observe des situations pédologiques très contrastées, puisque les zones bleues indiquent une circulation rapide du courant, alors que les zones rouges indiquent une circulation du courant ralentie par des éléments grossiers. Et donc cette carte de résistivité, elle nous a permis de déterminer les zones d'intérêt où nous avons creusé les fosses pédologiques et réalisé des analyses de sol. Je vais vous présenter les 3 principaux types de sols qu'on a rencontrés lors de ces observations. Les premiers types de sols, c'est un sol qu'on a rencontré principalement sur les parcelles P1, P2 et P3, donc les 3 parcelles de Vermentine. Et ce sont des sols très profonds, avec très peu d'éléments grossiers, et très profonds, puisqu'on n'a observé toujours pas la roche-mère à plus de 1,30 m de profondeur, avec des faibles taux de MO et un pH acide, mais ça, le pH acide a été rencontré sur l'ensemble du secteur.
Sur la zone donc rouge où il y a la résistivité a été le passage du courant a été contraint, on a observé des sols avec une forte proportion d'éléments grossiers et ce dès la surface du sol, puisque dans chaque horizon il y avait environ 40% d'éléments grossiers. Et pour terminer, sur la parcelle P5, qui est donc une parcelle de chacaril, donc de cépage noir, on a observé un contraste assez important entre le nord et le sud de la parcelle, puisqu'au nord de la parcelle, on avait des sols plutôt similaires à celui que je vous ai présenté en premier, celui qui est noté F3, donc des sols profonds, alors qu'en bas, au sud de cette parcelle, là, on a observé une nappe d'eau dès 110 cm de profondeur et avec la présence de taches de réduction. Et ces éléments témoignent d'un engorgement temporaire ou permanent en eau, entraînant un déficit d'oxygène. Ces hétérogénéités pédologiques, elles ont des répercussions sur la dynamique de croissance végétative. Comme on le voit ici, grâce à des images aériennes, enfin des prises de drones qui ont été réalisées par le domaine en août 2025, on voit qu'au nord de la parcelle de Chacaril, ou que vous voyez ici, on a une bonne croissance végétative, tandis qu'à gauche de la parcelle, ici, où il y avait une forte présence d'éléments grossiers, et ici une nappe d'eau, on a des ceps qui sont quand même relativement plus chétifs. Au niveau du bilan pédologique, donc, ce sont des sols à dominante sableuse. Les pH sont donc acides. Un cholage a d'ailleurs été réalisé par le domaine début 2026. Le ratio potassium sur magnésium est plutôt équilibré, ce qu'on ne rencontre pas forcément très souvent en Corse, puisqu'il y a une majorité de l'île qui est sur des sous-sols granitiques, ce qui entraîne des teneurs en magnésium assez importantes. Les CEC sont faibles à moyenne et non saturés. Et enfin, ces hétérogénéités inter- et intraparcellaires, elles concernent les teneurs en matière organique, en pyrrhosité et en hydromorphie. Le début de l'écophysiologie par Tom, je t'en prie. Je reprends la main du coup pour la partie écophysiologique, avec tout d'abord, avant de parler des principaux résultats, un point sur notre protocole de mesure. Donc, nous, on travaille au CRVI sur chacun de nos programmes viticoles par placette. Donc, vous voyez ici sur la carte du parcellaire 10 différentes placettes. Donc, chaque placette, en fait, est constituée de 6 ceps alignés sur laquelle on est venu implémenter également un capteur température. Ces placettes, donc, elles ont été définies en termes de localisation, déjà avec l'encépagement, mais également en prenant en compte la complexité, la diversité du relief, et notamment ce que vous a expliqué Amélie, du coup, avec la carte de résistivité des sols. On a placé ces placettes vraiment pour, avec ces 10 points, englober le plus possible la complexité et la diversité du parcellaire. Donc, à chaque fois, c'est sur les 6 mêmes ceps pour chacun des placettes où on vient faire les différentes mesures au cours du millésime, de manière a posteriori à vraiment pouvoir inférer des corrélations entre nos différents paramètres analysés. Voilà. Pour ce qui est des stades phénologiques, donc ici, vous avez les dates des différents stades pour le chacaril ou sur la parcelle de Viticor Salti. Et en fait, c'est des stades qui interviennent assez tardivement. Et pour vraiment les comparer, on est revenu, comme je l'avais fait pour la climatologie, à les comparer à la parcelle de chacaril ou présente sur le vignoble témoin donc, de Calenzana. Il y a à avoir en tête, bien sûr, une différence en termes d'âge des parcelles, puisque là, on est sur une parcelle toute jeune, avec des vignes de chacaril qui en sont à leur 3e feuille, tandis qu'à Calenzana, on est sur des parcelles de chacaril qui arrivent tranquillement à leur 20e année. Mais en tout cas, ce qu'on voit sur les deux sites, c'est qu'on a un gros décalage déjà dès le débourrement, puisqu'on a un débourrement qui s'effectue à peu près 1 mois et demi plus tard en moyenne montagne à Piogiola. Une floraison où l'écart se réduit un petit peu, on est sur à peu près 25 jours, et ça se stabilise finalement au niveau de la véraison, quand même avec 1 mois de décalage entre les deux sites. Il faut savoir que cette date de mi-véraison du 19 août pour la parcelle de Pioggia, c'est à cette même date qu'on a récolté les raisins à Calenzana. Donc vraiment un gros écart d'un bon mois entre les deux sites. Côté pression phytosanitaire sur le vignoble de moyenne montagne, donc on est sur un millésime, comme je vous l'ai dit, qui a été sec, où on n'a pas noté de grosses pressions maladies cryptogamiques.
un petit peu de mildiou sur feuille pour la parcelle sud de Chacarrillo, mais de manière vraiment très limitée. Ce qui nous a plus interpellé, c'est l'apparition de botrytis sur grappe en fin de maturité, principalement sur la deuxième quinzaine du mois de septembre, et le vermentine, comme vous pouvez le voir donc sur les 2 photos qui s'affichent là. En termes d'auxiliaires de culture et de ravageurs, donc pour comprendre un petit peu ce qui se passe sur le site, on a mis en place des pièges englués, donc les pièges jaunes que vous voyez là. On les a mis à 3 endroits différents sur le parcellaire et on est venu, durant tout l'été, en fait, chaque semaine, récupérer et démembrer les individus, donc principalement les cicadelles adultes, pour en établir des populations. Ce qu'on voit, c'est qu'on a récolté à chaque fois moins de 10 individus adultes par piège par semaine. Donc, c'est des populations qui sont extrêmement faibles par rapport à ce qu'on est habitué à recenser sur le reste du vignoble corse, où durant la période estivale, c'est pas rare qu'on obtienne chaque semaine plusieurs centaines d'individus sur des pièges comme ça. Et donc, la question qui est encore en suspens aujourd'hui, mais qui nous intéresse fortement, c'est la question relative à l'identification des cicadelles. On est encore en train de se poser la question, est-ce qu'on est sur une population endémique de Ampoix scabitis, ou est-ce que, comme c'est le cas déjà sur le reste du vignoble corse, on a basculé sur la présence de Jacobia libica, la cicadelle africaine. On sait que c'est une espèce qui est particulièrement thermophile, donc la question est de savoir si elle est adaptée ou pas aux conditions de moyenne montagne. Et pour cela, en fait, donc sur le millésime 2025, on a travaillé en partenariat avec l'INRAE Bordeaux sur leur réseau OVNI pour justement définir si Jacobia libica, la cicadelle africaine, est présente ou non sur le vignoble de Viticorsati. Donc, c'est des résultats qu'on aura très bientôt et qu'on ne manquera pas de témoigner. Concernant le développement végétatif, on se base sur la méthode de la SECV qui se calcule à l'aide de la hauteur, la largeur de la végétation, de l'écartement entre les rangs et de la porosité. Le constat a été le suivant. Le 17 juillet 2025, on a observé que le Vermentino avait un développement végétatif 2 fois plus important que les 2 autres cépages. Pour vous illustrer cela, on vous a mis des photos qui ont été prises le jour même. Donc le Minuselo à gauche, le Chacarello au centre et à droite le Vermentino qui présentait une surface foliaire et une végétation 2 fois plus importante que les 2 autres cépages. En ce qui concerne l'alimentation azotée, on se base sur 2 méthodes. La première à l'aide de l'outil N-Tester. L'outil N-Tester, c'est un outil qui va permettre de quantifier la teneur en chlorophylle des feuilles. Et la seconde qui est la quantification de la teneur assimilable dans les baies lors des contrôles maturité. En ce qui concerne les valeurs de N-Tester, il n'y a pas de différence significative entre les différents cépages, bien qu'on voit que le Vermentino aurait un feuillage beaucoup plus verdoyant que les 2 autres cépages. Au niveau de l'azote assimilable, on observe des tendances un peu plus exacerbées puisque le Minustelo là présente une relative contrainte en azote assimilable en comparaison avec les 2 autres cépages. Ce constat n'est pas lié aux caractéristiques du site, mais bien aux caractéristiques du cépage, puisqu'on sait grâce aux données historiques du CRVI que le Minustelo est un cépage qui charge peu en azote assimilable. En ce qui concerne l'alimentation hydrique, on se base sur 2 méthodes. Encore une fois, la première qui est l'état des apex durant la saison de végétation. Donc, est-ce que l'apex est en pleine croissance? Est-ce qu'il est en croissance ralentie? Ou alors est-ce qu'il est sec ou tombé? Et ensuite, la méthode du delta C13, qui est donc la discrimination isotopique du carbone, donc le carbone 12 sur le carbone 13. Selon si la plante a fermé ses stomates, le ratio va être modifié puisque la plante utilise préférentiellement le carbone 12 lors de la photosynthèse et lorsque les stomates se ferment, elle est obligée d'utiliser un peu plus de carbone 13. En ce qui concerne l'état des apex, dès le début de la saison, on a observé que le Minustelo avait une contrainte hydrique plus importante que les 2 autres cépages, ce qui s'est confirmé durant la maturation sur la mesure de delta C13, puisqu'on voit qu'ici, c'est donc le Minustelo qui est le plus stressé. Le constat, par contre, le plus surprenant, c'est cette comparaison entre le Vermentino et le Chacarello, puisque le Vermentino est quand même un cépage qui est souvent présenté comme
plutôt résilient face au changement climatique. Or là, sur le site de Viticorsalti, il a été plus stressé que le chacaril, qui lui est connu pour flétrir et avoir des symptômes de sécheresse. On a d'ailleurs vu des feuilles basales jaunir dès début septembre, donc dès le début du mois de maturation du cépage. On émet l'hypothèse que cette contrainte serait liée au porte-greffe, puisque le porte-greffe pour le cépage blanc est différent du porte-greffe qui est utilisé pour les deux cépages noirs. Et on sait que le 101-14 qui est utilisé pour le Vermentino est quand même assez sensible à la sécheresse. Pour ce qui est de la maturité technologique, donc on vous présente les résultats qui ont des contrôles maturité qui ont été effectués du 2 septembre au 7 octobre 2025. On observe qu'au niveau du TAVP, il y a une dynamique d'accumulation des sucres qui est beaucoup plus rapide sur le chacaril ou que sur les deux autres cépages. Et un fait notable, c'est le niveau d'acidité qui était quand même relativement bas sur le Vermentino, avec une acidité totale assez basse et des pH assez hauts. Ce à quoi les vignerons ne s'attendaient pas. Pour eux, on allait avoir des valeurs d'acidité bien plus importantes en moyenne montagne. Si, comme ce qu'a fait Tom jusqu'à présent, je compare les dynamiques de maturation des contrôles de maturité, enfin des vignes de chacaril ou en plaine, donc à la Calenzana, et la dynamique de maturation du chacaril ou à Viticorsalti. Au niveau du TAP, on observe que la cinétique d'accumulation des sucres est légèrement moins rapide sur Viticorsalti. Au niveau des caractéristiques acides, l'acidité totale et l'acide malique à maturité est par contre presque identique. Après, à noter qu'en 2025, en plaine, ça a plutôt été un millésime quand même relativement acide, donc il faudra bien comparer avec d'autres années. Et enfin, le pH était quand même inférieur sur Viticorsalti par rapport au domaine historique à Calenzane. On a observé quelques rares, donc je vous le disais en introduction, le cépage chacaril est un cépage qui flétrit assez facilement, qui a tendance à flétrir. Donc on a observé quelques baies flétries sur Viticorsalti, mais en comparaison à date de récolte pour les deux images et pour les deux parcelles, on observait quand même des baies moins flétries sur Viticorsalti. Au niveau des polyphénols, on a un indice de polyphénol totaux et des anthocyanes plus important sur le site de Viticorsalti, encore une fois pour le cépage chacaril ou à même maturité équivalente pour les deux sites. Et cette augmentation, elle pourrait être liée au levier altitude, puisque comme le suggère la littérature scientifique, notamment en raison d'un rayonnement UVB plus important et de température plus fraîche la nuit et la journée, on aurait une synthèse de polyphénol plus importante. En ce qui concerne les récoltes, les vendanges se sont étalées du 24 septembre pour le chacaril jusqu'au 10 octobre pour le Minustel. Et on a observé des rendements différents entre les cépages, vous voyez ici. Et même si le poids des grappes moyens n'était pas significativement différent, c'est bien le nombre de grappes par cep qui a entraîné ces différences de rendement, puisque le domaine a fait le choix de réaliser une vendange en verre à mi-véraison sur les deux cépages noirs, le Minustelou et le Chacaril, afin d'augmenter le potentiel de maturation de ces cépages. Pour le contexte agroforestier, donc il y a environ une soixantaine de châtaigniers qui bordent les parcelles. Ces châtaigniers, ils ont une hauteur estimée entre 15 et 25 mètres. Et grâce à une image satellite qui a été prise le 11 juillet 2024, on a pu reporter l'ombre portée des arbres sur les parcelles viticoles. Et donc, cette ombre, elle a un impact sur la croissance végétative des cèpes, puisque comme on le voit ici, ce sont donc trois photos prises dans la parcelle P2 de Vermentine. On observe qu'au premier plan, les cèpes qui sont à l'ombre de l'arbre, du châtaignier, sont beaucoup plus chétifs que les cèpes qui sont à l'arrière-plan ici. Donc pour le bilan écophysiologique, comme vous l'a présenté Tom, le site de Viticorsalti en moyenne montagne, c'est environ plus tardif d'environ 1 mois par rapport à ce qui est observé en plaine de Calvi.
Il y a une faible pression phytosanitaire sur feuilles, mais un petit peu de botrytis sur le vermentine ou à partir de mi-septembre. Une contrainte hydrique plus marquée sur Minustelou et sur vermentine, mais pour le Minustelou, c'est lié à sa caractéristique physiologique et notamment également au fait qu'il soit sur des sols avec une forte proportion d'éléments grossiers. Et pour le vermentine, ce serait plutôt lié au porte-greffe qui n'est peut-être pas forcément adapté à un millésime qui a été relativement sec, comme vous l'a présenté Tom. La maturité technologique a été atteinte pour les 3 cépages avec des cinétiques différentes selon les cépages. Et enfin, l'impact des châtaigniers, il y a un impact certain des châtaigniers sur la dynamique de croissance des cèpes, mais nous allons accentuer ces mesures pour la caractériser finement. Au niveau des perspectives, donc pour 2026, on va reconduire à l'identique ce protocole de mesure en adaptant légèrement le protocole grâce au bilan que nous avons réalisé en 2025. On va réaliser les premières vinifications au chai expérimental du CRVI à partir des raisins qui seront prélevés sur le site de Viticore Salti. L'objectif, c'est de proposer des dégustations pédagogiques pour illustrer l'impact de la combinaison de ces 6 leviers culturaux sur le profil aromatique des vins, tout en sachant que le domaine Aldiprato a déjà vinifié en 2025 les premières bouteilles qui sortiront, je ne sais pas encore à quelle date. Et pour la communication, à l'entrée du site, qui est quand même un site où il y a du passage de vacanciers, du tourisme, on va installer des panneaux informatifs qui serviront à la fois aux visiteurs du site et aux visiteurs de la région de comprendre ce qui est Viticore Salti. Et enfin, on va organiser une journée technique qui est appelée Climatour, qui est dédiée à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique sur le site de Viticore Salti, donc proposer aux vignerons, aux techniciens, etc., de venir visiter la parcelle, les parcelles. Et je finis cette présentation en vous parlant donc de la communication, puisque une de nos actions dans ce projet Viticore Salti, c'est la diffusion des résultats et la sensibilisation. Et pour cela, nous avons réalisé tout au long de l'année 2025 plusieurs présentations en région, mais aussi sur le continent, à Paris, Bordeaux et Toulouse, en partie grâce à notre partenaire Vitinov. Et le public cible lors de ces manifestations, ce sont l'ensemble de la filière, les producteurs, les techniciens, les sommeliers et les étudiants, mais également le grand public. Et c'est aussi pour cela que nous avons réalisé ce webinaire aujourd'hui. Pour en découvrir davantage sur Viticore Salti, je vous invite à visionner la vidéo de présentation de Viticore Salti qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur le lien quand vous aurez, sur l'image quand vous aurez le webinaire envoyé dans vos boîtes mail. Sur la vidéo, il y a Marc Andria qui présente aussi sa réflexion vis-à-vis de ces 2 localisations en moyenne montagne. Il y a également eu un article de presse dans Corsnet Info. Et enfin, je vous engage à suivre les réseaux sociaux du CRVI, et notamment Instagram et LinkedIn, puisque nous diffusons régulièrement des petits films qui illustrent ce que nous faisons sur le terrain. Et vous pouvez également suivre les réseaux du domaine Alziprat, qui partagent également leur activité de viticulteurs en moyenne montagne en Corse. Voilà, merci pour votre attention et je pense qu'on peut répondre à vos questions pour les quelques minutes qui restent. Eh ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc on est un peu, on va un peu dépasser l'horaire, mais enfin, voilà, c'est comme ça. On a une question de Hervé Perkis qui dit: que pensez-vous de l'enherbement permanent annuel et de la coplantation arbo-vigne mixte en termes de stratégie vis-à-vis des évolutions climatiques? Voilà. Sur Viticore Salti, l'enherbement, il n'est pas permanent. À un certain moment de l'année, il détruit le couvert végétal. Et la coplantation arbo-vigne mixte en même temps. Il y a beaucoup d'essais non, il n'y a pas beaucoup d'essais justement qui ont été réalisés sur l'impact de l'agroforesterie sur la dynamique de croissance des cèpes. Sur le continent, ils ont mis en place un essai où, en effet, les arbres ont été plantés en même temps
que la vigne. Je ne sais pas quels sont les résultats, mais là, dans le cadre de Viticore Salty, donc c'est des arbres qui sont en place depuis plus de 100 ans, et là, on vient planter des vignes à leurs pieds. On peut imaginer que le système racinaire des châtaigniers sont beaucoup plus profonds que si on parlait d'un arbre qui avait été planté dans l'année. Et donc, on peut imaginer qu'il y a une concurrence certainement différente. Après, ce n'est que la première année de mesure et donc je pourrais pas prononcer sur l'impact et on vous l'a dit, c'est un de nos projets sur 2026 et 2027, comprendre quel est l'impact de ces châtaigniers sur les plants de vigne. Ok, merci. Donc, je ne sais pas si j'ai pas vu de main levée ou d'autres questions a priori. Donc, on a passé l'heure. Moi, j'ai mis mon adresse mail dans la conversation au cas où vous auriez des questions qui vous viendraient dans la journée pour m'envoyer ces questions-là et je les rediffuserai au CRVI. Et ce sont des choses. Alors, Hervé Perkis répond, si cela vous intéresse, ce sont des choses que j'ai déjà mises en place. Bah, du coup, je vous laisse donc. Oui, ça serait Alors, intéressant de venir. On s'était vu au téléphone, Monsieur Perkis. En effet, on pourrait venir sur vos parcelles pour en discuter. Oui. et alors, si je vous prends encore, allez, on va dire jusqu'à 5 minutes, enfin 5 minutes, on a une autre question. Pour le stress hydrique sur le Vermentine, n'est-ce pas simplement la plus forte masse végétale qui vidange le sol un peu plus tôt en l'absence de pluie? Oui, ça peut être aussi, en effet, on a dit qu'il y avait beaucoup plus de surface foliaire sur le vermentine que sur les autres cépages, mais c'était pas une surface foliaire qui était exponentielle, par rapport à ce qu'on peut rencontrer ici dans d'autres contexte dans d'autres AOP, on a l'habitude que le vermentine ait quand même une surface foliaire assez importante. Elle n'était pas disproportionnée sur Viticore Salty. Donc c'est ça qui nous laisse penser et que le porte-greffe serait en cause puisque on n'observe jamais, vraiment jamais, ces symptômes de jaunissement et de delta C13 aussi contraignants dans d'autres cas de figure. Ok. Merci. Ouais, elle répond merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc sur le site de la Chambre, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, donner vos retours par rapport au webinaire qu'il y a eu aujourd'hui. Il y aura le replay sur le site également avec les contacts du CRVI et des intervenants. Encore une fois, je vous invite à m'envoyer des questions par mail si vous en avez que je vais rediffuser au CRVI. Et on vous revoit du coup la semaine prochaine pour un prochain webinaire. Et donc le prochain webinaire, alors attendez, ça sera, ça m'a échappé. Ça sera sur les pièges pour la cicadelle. Voilà, donc ça sera C'est le 5 c'est le mai mois à prochain, 11 hein. heures. C'est le mois prochain, C'est pas le la mois semaine prochain, ouais, prochaine. c'est ça. Ah, pardon, j'ai dit la semaine prochaine, pardon, le mois prochain, merci. Le mois prochain, ouais, c'est ça. Voilà, donc merci beaucoup et bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Merci, au revoir.